Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Première session plénière de la commission Dialogue et Réconciliation au menu des débats, l'élaboration et l'adoption d'un règlement intérieur et d'une feuille de route. Alousseni Touré nous fait le point. Cette première réunion plénière de la commission Dialogue et Réconciliation au Grand Complet s'est penchée notamment sur le préalable au démarrage effectif des activités. La trentaine de commissaires, le président, les deux vice-présidents et le personnel administratif ont évoqué la nécessité de disposer d'un règlement intérieur et d'un avant-projet de programme d'activité. Le règlement intérieur d'une commission indique comment la commission doit travailler, comment elle doit prendre ses décisions, comment elle doit s'organiser en son sein pour qu'effectivement la mission soit exécutée. Deuxièmement, nous avons aussi parlé d'un programme d'activité qu'il va falloir concevoir pour la commission pendant les 2 ans et de rendre compte de l'exécution au fur et à mesure, de façon trimestrielle, parce que vous n'ignorez pas que c'est à la fin des 2 ans qu'un rapport final doit être fait et remis au président de la République. Comme méthodologie de travail, la commission consacrera une grande partie de son temps à l'écoute. Déjà, plusieurs personnes et ressources sont identifiées pour apporter leur expertise au travail de la commission qui compte déjà élaborer un plan de communication. En attendant le déploiement sur le terrain, un atelier aidera à mieux fixer les objectifs. Les instructeurs de la mission européenne de formation ont réussi la visite du ministre suédois de la Défense. Karim Enström est allé échanger avec les experts formateurs européens sur l'évolution de la mise à niveau des soldats maliens. Le ministre suédois de la Défense a réitéré le soutien de son pays en faveur du Mali. Un reportage de Seydou Traoré. Avec 23 experts formateurs dans l'équipe nordique, le groupe chargé de la formation d'infanterie au sein de la mission européenne de formation, la Suède accompagne le Mali dans sa reconquête totale des régions du Nord et la sécurisation de l'ensemble de son territoire. C'est dans la continuité de son soutien à notre pays que le ministre suédois de la Défense a rendu cette visite aux instructeurs européens à Koulikoro. Ici, Mme Karen Enström a pu comprendre le schéma élaboré pour la mise à niveau des soldats maliens, l'apport des experts suédois dans la mission européenne au Mali et l'état d'évolution de la formation. Le premier objectif, c'est de montrer l'appui de la Suède au Mali et aussi l'appui de la Suède à la mission de formation de l'Union européenne ici au centre d'instruction de Koulikoro et aussi acquérir des informations et me faire une expérience, une expérience directe de comment la situation est à Bamako et au Mali. En témoin oculaire, le ministre suédois de la Défense a assisté à des séances de montage d'armement par les soldats et des exercices de contrôle de zone. Au-delà de son assistance militaire, la Suède entend élargir son soutien au plan humanitaire. Nous allons aussi également poursuivre notre volet de soutien civil. Nous avons une agence de soutien civil, d'appui civil, qui va aussi poursuivre ses activités et nous allons continuer à soutenir également l'UNICEF. En signant le livre d'or, Mme Karen Enström a adressé tout son encouragement à l'équipe de formation et aux soldats maliens. Il est à rappeler que ce premier bataillon Waraba, est à mi-parcours de sa formation à Koulikoro. Jeudi, jour de mariage au Mali. De grande ambiance dans les mairies, maisons et rues. Les forces de sécurité disent respecter les exigences et principes de l'état d'urgence sont descendues dans les rues pour arrêter les récalcitrants. L'action dénommée Opération contre les cortèges de mariage a saisi 40 motos et 20 véhicules. Mohamed Diarra. Pour non-respect des exigences de l'état d'urgence, les forces de sécurité décident d'agir. C'est pour mettre au vient de lancer une opération allant dans ce sens dans le district de Bamako. Ce sont 200 éléments qui ont été mobilisés pour la cause. Puisque les campagnes de sensibilisation ont montré leurs limites, il fallait faire recours à la force. Compte tenu de l'état d'urgence, nous sommes dit maintenant qu'il faut accepter de prendre le taureau par les cornes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a déjà eu une première opération le dimanche passé. Et, cette fois, aujourd'hui, il y a eu une seconde opération. La moisson aura été bonne, près d'une quarantaine de motos et 20 véhicules saisis.
Les occupants sont débarqués et les engins conduits à la fourrière. Les usagers de la route apprécient l'opération. Même en temps normal, ce n'est pas bon, à plus forte de crise. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation face à ces problèmes-là. Non, vraiment, c'est pas bon, quoi. Nous sommes tous des Maliens. Nous devrions tous sentir que vraiment le pays est en danger, quoi. Vraiment, moi-même, je vois sinon, le président même a dit. Notre président nous a signalé, il dit que nous sommes tous des citoyens maliens. Non, c'est pas du tout bien. Surtout actuellement là, c'est pas du tout bien. Les cortèges de mariage sont aussi source de nombreux accidents de la circulation. Chaque jeudi et chaque dimanche, au niveau des carrefours centraux, nous enregistrons à peu près une vingtaine de cas d'accidents. Et tout cela, c'est dû au cortège de mariage. Cette opération aura parallèlement permis de mettre la main sur des véhicules sans plaque et non immatriculés. La preuve, c'est que nous avons enlevé cette plaque-là d'un véhicule Mercedes. Et certainement que vous l'avez constaté au niveau des mairies, il y a des gens en uniforme qui sont habillés en civil et qui tentent de prendre la foule. Bon, je crois que je pense que nous devons conjuguer le même verbe. On va garder les véhicules à notre niveau et 48 heures après, ce serait assorti d'amende. En tout cas, cette journée de mariage restera longtemps gravée dans la mémoire des mariés dont certains n'ont eu d'autre solution que d'emprunter des taxis. La police compte poursuivre l'opération même après l'état d'urgence. En tout cas, les plus avertis pourront éviter le piège. Économie, c'est une nouvelle qui va réjouir certainement les vendeurs de produits de première nécessité dans les régions touchées par la crise. 1000 d'entre eux vont bénéficier d'un financement d'environ 100 millions de francs CFA auprès des banques. La révélation a été faite par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Abdelkarim Konaté a présidé du projet d'appui aux commerçants détaillants. Reportage Brahma Traoré. Première session du comité de pilotage du projet d'appui aux commerçants détaillants, 2 documents sur la table de discussion. Il s'agit du plan de travail et du budget 2013 du projet. Le projet qui est à sa phase vise à appuyer la formation et le financement des commerçants détaillants. Une troisième phase qui intervient dans un contexte de crise, laquelle a eu des répercussions sérieuses sur l'économie nationale. Des milliers de commerçants détaillants des régions de Mopti, de Tombouctou, de Gao et de Kidal ont été vandalisés et pillés. Certaines installations collectives de ces régions ont été détruites. À ce lourd sinistre s'est venu ajouter récemment l'incendie qui a ravagé le marché central de Kidal, où des centaines de commerçants détaillants ont été complètement anéantis. Ainsi, ce sont des milliers de commerçants détaillants des régions de Kaï, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal qui vivent actuellement dans une détresse totale. Une situation difficile à laquelle le gouvernement du Mali ne pouvait rester insensible. Ainsi, dans la mise en œuvre de la troisième phase du projet, une opération spéciale d'appui aux commerçants détaillants victimes de la crise sera lancée. Cette opération vise à exprimer à nos compatriotes un élan de solidarité du gouvernement. Cette opération qui cadre avec les objectifs visés par la feuille de route de la transition, notamment en ce qui concerne la relance de l'activité économique dans les régions touchées par la crise, concernera plus de 1000 vendeurs et vendeuses de produits de première nécessité. Ceux-ci bénéficieront d'un financement d'environ 400 millions de francs CFA auprès des banques, notamment la Banque malienne de solidarité BMS SA et la Banque de développement du Mali BDM SA. À cet effet, j'invite les présidents des centres de gestion agréés à une sélection rigoureuse des commerçants devant bénéficier des 10 prêts afin de garantir le succès escompté. La troisième phase du projet d'appui aux commerçants détaillants couvre la période 2013-2015. Le coût est évalué à plus de 4 milliards de francs CFA. Le fonds servira notamment à l'encadrement et à la formalisation des activités de 25 000 commerçants détaillants sur l'ensemble du territoire national. Au Tchad, pas d'agitation, les rues sont calmes après la tentative de déstabilisation. C'est le calme à N'Djamena. Dans les rues, pas d'agitation, pas de chars ni force de l'ordre. Rien qui peut laisser penser qu'un coup d'État vient d'être déjoué dans la capitale tchadienne. Cette tentative de coup d'État, le gouvernement s'y attendait. Les forces de sécurité étaient sur le qui-vive, d'autant que la rébellion UFR avait averti en mars qu'elle reprendrait les hostilités en raison de l'engagement du Tchad au Mali. Elle surveille aussi les mercenaires libyens. À N'Djamena, plusieurs personnes, militaires et civiles, ont été arrêtées. Parmi elles, Saleh Maki, un député d'opposition.
Idriss Déby n'en est pas à son premier coup d'État. Lui-même a pris le pouvoir par un coup de force en 90. Et en 2008 et 2009, le président tchadien a dû faire face à de nombreuses rébellions. La France a aussitôt appelé le gouvernement de N'Djamena à poursuivre le dialogue avec l'opposition. Je vous propose à présent un large tour de l'actualité mondiale dans un résumé en son et en images. Nouvelle tension entre l'Inde et le Pakistan. C'est la mort d'un espion indien qui en est à l'origine. Sarabjit Singh était incarcéré depuis 16 ans dans une prison pakistanaise. Il avait été condamné à mort pour terrorisme. Battu la semaine dernière par des co-détenus, il avait dû être hospitalisé. Le Premier ministre indien parle d'attaques barbares et réclame des explications. Sur cette photo à droite, l'un des suspects des attentats du marathon de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, pose avec 2 amis kazakhs qui viennent d'être arrêtés avec un 3e étudiant à Boston. Les garçons sont accusés d'entrave à la justice. 3 jours après le drame, ils avaient récupéré dans la chambre amie son ordinateur et un sac à dos contenant notamment des artifices. Leurs avocats ont expliqué qu'ils voulaient protéger Dzhokhar Tsarnaev. Ils encourent jusqu'à 8 ans de prison. L'affaire Guéant enfle en France. L'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy se défend d'avoir blanchi de l'argent. La police a découvert qu'il avait reçu 500 000 euros de l'étranger au cours d'une perquisition dans le cadre de l'enquête préliminaire sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. La Libye pourrait avoir financé cette campagne dont Claude Guéant était le directeur. Celui-ci affirme que les 500 000 euros proviennent d'une vente de 2 de ses tableaux du XVIIe siècle. 12 secondes d'images exceptionnelles, une éruption par la NASA. Ces vagues géantes ont envoyé dans l'espace des milliers de particules que les scientifiques américains soupçonnent d'entraîner des perturbations temporaires sur les télécommunications de notre planète. Sport, championnat national Ligue 1, 22e journée. Les rencontres ASCO-ASB et Atar Club de Kidal, ISFAS, se sont soldées par le même résultat un partout. Les rencontres ont eu lieu au stade du 26 mars. Le résumé des matchs avec Diara Konati. La bataille reste ouverte entre les mal classés de la Ligue 1. En première heure, l'ASB, 15e 17 points, devait se battre contre l'ASCO, 12e 21 points, pour espérer sortir de la zone de relégation. Les jaunes de l'ASB ne sont pas au mieux de leur forme. Une nouvelle équation sans solution. Dans ces matchs, tout s'est joué en seconde période. L'ouverture du score intervient à la 50e minute. Sur un centre de Suleiman Sissoko, Siriki Kourouma, d'un joli coup de tête, loge la balle au fond des filets. L'ASB, se sentant en danger, bouscule son adversaire. À la 60e minute, suite à cette mauvaise appréciation du portier de l'ASCO, Mamadou Diallo est là pour établir la parité. 1-1. Ce score nul ne change pas grand-chose au bas du tableau. Quant à la seconde rencontre Atar Club de Kidal, le défi était encore énorme. Diallois, vainqueurs à l'aller 2-1, n'avaient d'autre souci que de confirmer leur supériorité lors de cette manche retour. Les militaires réaffirment que la victoire est au bout de l'effort. Très volontaire, le défenseur central des militaires Boubacar Dambélé donne l'avantage à son équipe en position d'avancement. 1-0 score à la mi-temps. À la reprise, l'ISFAS tombe dans la facilité. Les ISFASiens se font surprendre sur penalty. Suleiman Fane marque un but partout. Les Kidalois ont 8 journées devant eux pour essayer de se maintenir en Ligue 1. L'ISFAS peine à se retrouver en Ligue 1. Elle passe une nouvelle fois à côté de la sortie de la zone de relégation. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info, 18h-20h avec Aïsta Ibrahim Meiga. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de l'ORTM.